Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis votre hôte, Baptiste Tasson, et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du sommeil et comment l'optimiser pour améliorer sa santé au quotidien dans une série de 2 épisodes, commençons donc par celui-ci. La première chose, c'est comme pas mal de gens le savent, le fait qu'il y a 2 phases dans notre sommeil. Le sommeil non paradoxal, en anglais non-REM sleep, REM, R-E-M, qui veut dire Rapid Eye Movement, donc mouvement rapide, mouvement oculaire rapide, on pourrait dire. Donc, le sommeil non paradoxal, il peut être léger et ou profond. Et ensuite, la deuxième phase du sommeil, vous l'avez compris, c'est le sommeil paradoxal ou REM sleep en anglais. Et généralement, c'est la phase dans laquelle nous faisons le plus de rêves. C'est là où on fait nos rêves en majorité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors de nos nuits, globalement, on a des cycles de 90 minutes avec des mélanges entre les deux phases. Dans la première moitié de la nuit, il y a plus de sommeil profond, de type non paradoxal, sur les cycles de 90 minutes. Donc, c'est-à-dire que dans la première moitié de votre nuit, sur les premiers cycles de 90 minutes de votre nuit, vous allez avoir peut-être 80% du cycle qui va être du sommeil non paradoxal et du sommeil profond, et puis un peu de sommeil paradoxal sur la fin du cycle. Et puis dans la seconde moitié de la nuit, en tendant vers le dernier quart de la nuit, c'est là où, eh bien, vous aurez dans ces cycles plus de sommeil paradoxal et beaucoup moins de sommeil profond et non paradoxal. Et c'est généralement dans ces phases-là, dans cette deuxième partie de la nuit, eh bien, que l'on rêve d'ailleurs. Ensuite, une petite stat, c'est que en moyenne, eh bien, les hommes ont un cycle de sommeil entre 10 à 15 minutes plus long que les femmes. Euh, Cependant, il y a une chose que vous devez faire, c'est dormir autant que vous pouvez, entre 7 et 9 heures par nuit. Il n'est pas très intéressant d'essayer de se réveiller pile à la fin d'un cycle de 90 minutes, comme certains peuvent le dire. Concrètement, il n'y a pas de stress à avoir concernant ces cycles. Je vous donne juste l'information, je vous dis juste que ça existe, mais le tout, c'est de bien dormir et de dormir suffisamment. Nous allons d'ailleurs discuter en détail, dans la suite de cet épisode, de comment améliorer, votre sommeil, comment dormir suffisamment, hem, aussi. Donc, en général, on a des cycles de 90 minutes. Alors, les cycles, c'est en moyenne, ils durent 90 minutes. Ils peuvent durer un peu moins ou un peu plus, hein. Et comme on l'a vu chez les hommes, ils ont tendance à être un peu plus longs que chez les femmes. Euh, Maintenant, il y a aussi 3 types de sommeil. Après avoir vu les phases de sommeil, il y a 3 types de sommeil. On a le sommeil monophasique, ça veut dire que, on a une seule période de sommeil, globalement une nuit de sommeil. On a le sommeil polyphasique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases,
et ce type de sommeil-là, on l'a généralement et surtout quand on est, enfant, notamment avec le besoin de se réveiller pour manger. Donc c'est un sommeil polyphasique. Vous allez, enfin un enfant, il va dormir, il va se réveiller, il va prendre le sein de sa mère, il va manger et puis il va repartir dans un cycle de sommeil, etc. Il fait ça plusieurs fois dans la nuit et puis il va faire des siestes, etc. aussi, peut-être même dans la journée. Donc c'est généralement quand on est enfant qu'on a un sommeil polyphasique, de type polyphasique. Et le dernier type, c'est un sommeil de type biphasique. Ça veut dire une longue phase de sommeil la nuit, plus une courte phase de sommeil le jour, généralement et idéalement lors de l'hypoglycémie postprandiale. Hem et cette courte phase, généralement, ça va être une sieste, en fait, sieste, dont on va reparler, plus en détail dans cet épisode ou dans le suivant. Et pour ceux, qui, ne savent pas, qu'est-ce que c'est que l'hypoglycémie postprandiale globalement? C'est le fait que, vous avez le crash l'après-midi, c'est ce fameux crash l'après-midi, entre 13 heures et 16 heures généralement. Il y a ce crash, il y a ce pic de fatigue qui arrive, et ça, peu importe, ce que vous mangez, peu importe la quantité que vous en mangez, le type de régime que vous suivez et cetera, tout le monde l'expérimente, même moi, qui suis en carnivore et cetera. Le seul truc, c'est que bien sûr, les glucides et bien sûr prendre un repas, très lourd, ça peut, augmenter le degré de fatigue, ressenti pendant cette hypoglycémie postprandiale, mais même si vous mangez assez peu, voire pas du tout, bah, vous allez quand même avoir ce petit crash. Voilà pour l'hypoglycémie postprandiale. Donc sommeil biphasique, c'est en gros, vous allez faire votre nuit de sommeil et dans la journée, vous allez faire une petite sieste. Comme vous le savez, pour pouvoir vous endormir plus facilement et rapidement, eh bien votre température corporelle doit diminuer d'un peu moins de 1 degré Celsius et la capacité de votre corps à dissiper la chaleur vers l'extérieur, ce qu'on appelle la thermorégulation, eh bien elle est supérieure quand vous êtes allongé horizontalement que quand vous êtes assis ou allongé en étant incliné. D'où le fait qu'il est plus difficile, notamment par exemple de s'endormir, en étant assis, malgré la fatigue, hein. De nombreuses personnes n'arrivent pas à s'endormir en voiture par exemple parce que, bon déjà parce que ça s'y prête pas vraiment la voiture, c'est vrai, il y a du bruit, il y a potentiellement de la lumière, qui vient de l'extérieur, donc c'est pas idéal et en plus, la position, n'est pas idéale pour s'endormir, hein. Ni même pour la thermorégulation. Donc, étant donné qu'il faut, faire baisser cette température corporelle, d'un peu moins de 1 degré, bah, l'idéal, c'est de passer la dernière heure ou au moins la dernière demi-heure allongé avant de s'endormir, pour permettre à votre corps de se refroidir. Donc, c'est l'occasion parfaite pour faire soit de la méditation, soit pour, lire un livre, par exemple. C'est ce que je fais moi, généralement dans la dernière demi-heure ou dans les 45 dernières minutes avant de me coucher. Je m'allonge sur mon lit, je lis un livre, heu, ça a un double effet, voilà, ça me rafraîchit bien mon corps et en plus lire, ça endort un peu, donc c'est parfait, ça favorise l'endormissement. Et en parlant de position, eh bien, un bon moyen pour réduire l'apnée du sommeil et les ronflements, c'est d'éviter de dormir sur le dos. Hem, donc si, vous savez que enfin, si vous avez de l'apnée du sommeil et si vous, savez que vous ronflez la nuit également, ça peut être intéressant, de ne pas dormir sur le dos justement, d'éviter de dormir sur le dos parce que cette position, eh bien, ça, augmente vos chances de faire de l'apnée du sommeil et d'avoir des ronflements
Et d'ailleurs, même si, on vous dit si vous dormez avec des gens, si vous avez un partenaire ou que vous dormez souvent avec, d'autres personnes et qu'on vous dit que vous ne ronflez pas, ça c'est juste une, une une confirmation partielle du fait que vous ne ronflez pas et il existe, des applications, une application notamment qui s'appelle Snorlab, alors qui est peut-être payante, mais il y a peut-être un essai gratuit à faire, et que je vais pas tarder d'ailleurs à tester. Hem Et c'est une application qui permet de détecter les ronflements justement et potentiellement l'apnée du sommeil. Parce qu'il faut ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 80% des gens souffrant d'apnée du sommeil et de ronflements ne sont pas diagnostiqués et ne sont pas traités. Donc c'est très important de savoir si oui ou non vous ronflez et si oui ou non vous avez de l'apnée du sommeil, surtout quand on sait que ça peut vous enlever des années de vie, donc vous n'avez pas envie de perdre, plusieurs années de votre vie parce que vous avez, de l'apnée du sommeil et des ronflements et que vous ne vous en êtes jamais rendu compte. Donc il existe des applications, notamment une, Snorlab, j'ai aucun lien avec eux, mais qui peut vous permettre donc de savoir est-ce que vous ronflez ou non la nuit et est-ce que c'est, heu, surtout est-ce que ce sont des ronflements qui sont majeurs? Est-ce que ce sont des gros ronflements? Qui vous empêche enfin vous entendez en fait, est-ce que vous entendez avoir beaucoup de mal à respirer, par moment dans la nuit? Et si c'est le cas, ben, il faut, aller au plus vite consulter, un médecin afin de pouvoir être traité, heu, du mieux possible. On va maintenant aborder, certaines conséquences liées au manque de sommeil, parce que le sommeil, c'est hyper important et quand on n'en a pas suffisamment, eh bien, ça peut faire de gros dégâts. Tout d'abord, un manque de sommeil, ça perturbe grandement votre système immunitaire, à tel point que si vous dormez moins de 6 heures par nuit en moyenne, vous avez plus de chances d'attraper froid en hiver et donc plus de chances de contracter un rhume, voire la grippe. Bref, vous avez plus de chances d'être malade et c'est pas cool d'être malade, c'est pas cool de passer les fêtes de fin d'année malade, comme un chien et voire de les passer dans le lit et de pas pouvoir fêter ça avec sa famille. Donc, bah, il faut dormir. Ensuite, le manque de sommeil, ça impacte également votre système cardiovasculaire. Une étude a montré que, lorsqu'on dort 1 heure de moins au printemps, heu, à cause du passage, eh bien, à l'heure d'été, il y a une augmentation de 24% des risques de faire une attaque cardiaque le jour suivant, alors qu'au contraire, quand on gagne 1 heure en automne, il y a une réduction de 21% de ce risque. Donc, je ne veux pas, générer un stress énorme en vous non plus, mais, lors des changements d'heure, pour le changement d'heure, pour le passage à l'heure d'hiver, pas de problème, dormez 1 heure de plus. Mais pour le passage à l'heure d'été, essayez, de quand même dormir, enfin de quand même passer autant de temps dans le lit que ce que vous auriez fait sur un jour normal. Donc, c'est-à-dire, si vous faites comme moi, vous passez 9 heures dans le lit, vous vous couchez à 21 heures, vous levez à 6 heures, et ben pour le passage à l'heure d'été, moi ce que j'avais fait, c'est que je m'étais couché à 20 heures et je m'étais quand même levé à 6 heures, mais comme il y a eu 1 heure de moins, ben j'avais quand même passé 9 heures dans le lit, heu, et j'avais réussi à avoir mes 8 heures de sommeil. Voilà, donc vous vous couchez 1 heure plus tôt, le soir d'avant si possible, ou vous essayez au moins de vous coucher une demi heure plus tôt pour essayer d'avoir une opportunité de bien dormir et d'éviter justement d'avoir plus de risques de faire une attaque cardiaque parce que, c'est cool de pas faire des attaques cardiaques quand même. Ensuite, le manque de sommeil, ça atteint aussi vos gènes directement et en particulier cela réduit l'activité des gènes gérant certaines fonctions de votre système immunitaire, encore une fois, ce qui est assez alarmant. Heu, c'est pour cela que le sommeil, c'est si important. Donc manquer de sommeil, ça carrément, ça atteint vos gènes
Heu, c'est votre identité la plus pure qui est, qui peut être modifiée et qui peut surtout être grandement impactée. Et le système immunitaire, c'est pareil, hem, on n'a pas envie de trop, heu, l'affaiblir parce que, on a envie qu'il nous aide quand on a des problèmes. Le sommeil, il joue un rôle majeur dans la régulation de l'appétit et par conséquent sur la prise de poids. En effet, si vous êtes en manque de sommeil, cela va grandement réduire l'action de l'hormone appelée la leptine, qui est l'hormone qui signale à notre cerveau que l'on a suffisamment mangé et qu'on doit s'arrêter. Et dans le même temps, eh bien, il y a une augmentation des niveaux de gréline, l'hormone de la faim, qui dit à notre cerveau qu'on n'est pas rassasié et qu'il faut encore que l'on mange, d'où le fait que vous puissiez prendre du poids si vous êtes en manque de sommeil. Et quand vous dormez suffisamment, vous êtes en mesure de gérer votre appétit et votre faim, et vous mangez ainsi des quantités appropriées de nourriture pour votre masse corporelle, et surtout, vous avez tendance à consommer de la nourriture de meilleure qualité. En effet, lorsque vous êtes en manque de sommeil, vous avez de plus fortes envies de glucides comme les pâtes, le pain ou les pommes de terre, et aussi des envies de sucre simple. Et on sait que ce type de nourriture, eh bien, ça favorise la perte de poids. A contrario, lorsque vous avez une quantité suffisante de sommeil, vous avez tendance à être satisfait plus vite et à vouloir manger non pas de la malbouffe, mais plutôt de la bonne nourriture comme la viande, les œufs, les légumes ou le poisson. En conclusion, vous êtes en manque de sommeil. Lorsque vous êtes en manque de sommeil, vous avez tendance à désirer plus la malbouffe que bonne nourriture et inversement, ce qui impacte eh bien, la prise de poids potentielle chez vous. Voilà. Donc, le sommeil, c'est crucial pour pouvoir réguler son appétit et pour pouvoir tenir sur le long terme avec un corps en bonne santé. De plus, si, vous suivez un régime afin de perdre du poids, mais que vous êtes en manque de sommeil, certes, vous allez perdre du poids, mais 60 de cette perte va être liée à de la perte de muscle et non de la perte de graisse. En effet, les muscles sont très demandeurs en énergie pour le corps, tandis que les graisses ont quant à elles une valeur calorifique. Donc si vous êtes en manque de sommeil, votre corps, il va privilégier les graisses aux muscles et bien sûr, vous ne voulez pas perdre du muscle car vous allez vous affaiblir et ce n'est pas, c'est pas très bon de s'affaiblir, surtout, vu notre inévitable vieillissement et le fait qu'on perd déjà du muscle en vieillissant. Donc, si vous suivez un régime alimentaire pour perdre du poids, il y a aucun problème, mais il faut absolument, avoir vos, 7 à 9 heures de sommeil et dormir suffisamment, parce que quand vous faites ce genre de régime, vous avez envie de perdre de la graisse et pas du muscle, surtout pas du muscle. Hem, voilà, vous n'avez pas envie de vous affaiblir à ce point-là, heu et surtout vous n'avez pas envie de perdre de muscle. Hem Enfin, vous savez très probablement, qu'un manque de sommeil, ça implique un moins bon contrôle de vos émotions, ainsi qu'une moins bonne humeur en général. Alors que si vous êtes bien reposé, alors tout est plus facile de ce côté-là. Votre santé mentale va beaucoup mieux lorsque vous dormez bien, et ça, c'est, bah, voilà, si la santé mentale va bien, la santé physique, généralement, ça va aussi. Vous avez de l'énergie. Vous avez envie de faire des choses, de partager des choses avec d'autres personnes, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous êtes en manque de sommeil. Vous avez plutôt envie de rester dans votre chambre et de ne pas bouger de la journée et de ne parler à personne. Malgré tout, je tiens à vous dire qu'il n'est pas nécessaire de stresser à propos de votre sommeil si vous avez des difficultés pour vous endormir ou que vous avez passé une mauvaise nuit. Nous allons discuter d'outils et de protocoles pour améliorer votre sommeil dans cet épisode et dans les futurs épisodes, car l'objectif de ce podcast, comme toujours, c'est de vous permettre d'être en meilleure santé grâce à des protocoles qui sont basés sur la science et aussi sur mon expérience personnelle de ces protocoles. Je vous fais bien évidemment des retours car je suis mon propre cobaye.
On va voir maintenant un petit bénéfice du sommeil, car le sommeil, ça vous permet d'améliorer votre mémoire en ce sens que bien dormir avant d'apprendre de nouvelles choses vous permet d'être plus réceptif à ces nouvelles informations. Et bien dormir après avoir appris des choses nouvelles permet non seulement de cimenter ces choses dans votre mémoire, mais aussi de trouver des solutions à certains problèmes que vous rencontrez en connectant ces nouvelles informations avec les anciennes déjà stockées. C'est donc pour ça qu'on dit un peu que la nuit porte conseil et il y aura un épisode du podcast entièrement dédié à ça, à la mémoire, à la créativité, et son lien avec le sommeil, épisode qui arrivera dans les prochains mois certainement. Voilà, on aura un épisode entier sur ça. Maintenant, on va voir quelque chose dont j'ai, un peu parlé sur cette chaîne, via les shorts que je faisais, que j'ai fait, en ce début d'année. Et ce sont les 4 macros du sommeil. Et on a une formule qui est assez simple, en 4 lettres, QQRT. Alors, QQRT, c'est un acronyme pour quantité, qualité, régularité et timing. On va passer en revue les 4 points de ces 4 macros du sommeil. Premièrement, quantité. Évidemment, c'est la quantité de sommeil et on a déjà dit et on l'a déjà répété et je continuerai à répéter bien sûr, c'est entre 7 et 9 heures de temps de sommeil par nuit. C'est pas entre 7 et 9 heures à passer dans le lit, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Très important de faire la différence. Ensuite, le deuxième Q, c'est pour la qualité. Et la qualité, on a deux points. Le premier, c'est la continuité de votre sommeil. Nombre de fois, donc le nombre de fois où vous vous réveillez durant votre nuit. Et si ce nombre est élevé, ça implique une faible qualité de sommeil. Donc, plus votre sommeil est continu, mieux c'est. Heu, Généralement, vous n'allez pas vous endormir, ne jamais vous réveiller et vous réveiller le matin, mais vous allez vous réveiller 2-3 fois dans la nuit, normalement, sur une nuit de 8-9 heures. Vous allez vous réveiller 2-3 fois au cours de la nuit. Ça, c'est tout à fait normal et généralement, la plupart du temps, vous vous réveillez une vingtaine de secondes et puis ensuite vous êtes, reparti, dans les bras de Morphée. Hem, Cependant, si, c'est plus que 2 ou 3 fois, que vous êtes plus sur entre 5 et 10 fois par nuit, heu, de réveil, si vous vous réveillez plus de 5 à 10 fois par nuit, votre sommeil, il est peut-être un peu trop fragmenté là, pour le coup et ça implique certainement une mauvaise qualité de votre sommeil. Ça peut être dû à plusieurs facteurs, qu'on va voir dans la suite de cet épisode et du prochain, notamment, par exemple, l'alcool. Le deuxième point pour la qualité, c'est aussi l'efficacité de votre sommeil, c'est-à-dire la proportion entre le temps passé dans le lit et le temps de sommeil. Alors c'est plutôt l'inverse, c'est le temps de sommeil sur le temps passé dans le lit et cette efficacité du sommeil, on veut qu'elle soit, de 85 ou plus, heu, car ça signifie un sommeil de bonne qualité. 85 ou plus, ça veut dire que si vous passez 10 heures dans le lit, il faut, passer 8h30 à dormir, heu, ou plus que 8h30, pour avoir une bonne efficacité du sommeil. Le troisième point, c'est le R, R pour régularité. Vous le savez, la régularité, c'est pas que dans le sommeil, c'est dans tout ce qu'on fait. C'est certainement la clé de tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, ce qui nous permet d'être bon sur le long terme, c'est la régularité. euh, et pour le sommeil, c'est la régularité des heures de coucher et de lever,
globalement, il faut se coucher et se lever aux mêmes horaires tous les jours avec une marge de plus ou moins 30 minutes. Je sais que ça peut être compliqué, de faire ça parce que vous travaillez, parce que vous avez des obligations, mais il faut essayer le plus possible de se coucher et de se lever tous les jours, peu importe le jour, peu importe qu'on soit mercredi, peu importe qu'on soit vendredi, peu importe qu'on soit samedi ou dimanche, peu importe que ce soit les vacances ou non, se lever et se coucher tous les jours à la même heure, dans une, voilà, plus ou moins 30 minutes. Et si vous êtes un énorme forceur, bien sûr, vous vous couchez et vous vous levez tous les jours à la même heure, sans exception. Avec des exceptions si de une fois tous les 2 mois peut-être. Mais ça, cette régularité, c'est hyper important, tout simplement parce qu'une étude a montré qu'une personne ayant une très bonne régularité dans son sommeil, eh bien, avait, une diminution de 49 de leur taux de mortalité par rapport à une personne irrégulière. Et plus généralement, une baisse de près de 35 de mortalité liée au cancer et de près de 60 pour les maladies cardiovasculaires. Donc en gros, plus vous êtes régulier dans votre sommeil et moins vous avez de chances de développer des maladies et vous avez donc plus de chances de vivre un peu plus longtemps que toutes les personnes qui sont irrégulières et qui font du 6h-22h la semaine et le week-end qui font du minuit, 9h du matin ou 10h du matin. Bref, la régularité, ça peut vous faire gagner des années de vie. Ensuite, le dernier point, c'est le T de timing. Le timing, c'est lié à votre chronotype et c'est différent de la régularité. Parce que vous allez baser votre régularité sur votre chronotype. Le chronotype, il a un sens seulement pour les adultes, car ça change assez rapidement chez les enfants et les adolescents. Ça, je me dois de le préciser. Les adolescents, en général, ils préfèrent se coucher tard et se lever tard, mais ensuite, une fois qu'on devient adulte, eh bien, chaque personne va rentrer dans une des 5 catégories de chronotypes. Le premier, c'est le type matinal extrême. On a ensuite le type matinal, le type neutre, le type du soir et le type du soir extrême. Pour chacun de ces 5 types, eh bien, on a un horaire de coucher, des horaires de coucher et de lever, euh, plus ou moins, bien sûr. Pour le type matinal extrême, c'est pour l'heure de coucher, on est aux alentours de 20h et pour les heures de lever, on est à 4h30, 5h du matin. Pour le type matinal, on est pour l'heure de coucher vers 21h30 et pour l'heure de lever, 5h30, 6h du matin. Pour le type neutre, l'heure de coucher, c'est 23h et l'heure de lever, c'est entre 7h30, 8h, dans ces eaux-là. Pour le type du soir, c'est heure de coucher entre minuit 30 et 1h du matin, heure de lever entre 9h, 9h30. Et enfin, pour le type du soir extrême, l'heure de coucher, c'est 2h30, 3h du matin et l'heure de lever, c'est entre 10h30 et 11h. Pour connaître votre chronotype, vous pouvez chercher sur internet chronotype MEQ. Mais un gros problème de notre société moderne, c'est qu'elle force tout le monde globalement à être du matin, ce qui pénalise beaucoup les personnes qui sont du soir, un peu moins les personnes qui ont un type neutre, mais beaucoup ceux qui sont du type du soir notamment. De plus, eh bien, le chronotype, il est génétique, il est déterminé depuis votre naissance, un peu comme la couleur de vos yeux. Donc, bah, vous ne pouvez pas le choisir, et il n'y a pas de honte,
il y a pas de honte à avoir en fait si vous êtes un type du soir extrême et que vous devez vous lever à 10h30 tous les jours pour vous sentir, énergisé, et prêt à partir pour votre journée. Heu, Concrètement, si vous prenez une personne du type matinal extrême et que vous la forcez à se coucher à minuit, cette personne, elle va être en mesure de s'endormir très rapidement, mais à cause de son rythme circadien, qui est en quelque sorte, pardon, l'horloge biologique de notre corps, cette personne va se réveiller vers 4h, 4h30 et va avoir beaucoup de mal à se rendormir derrière. Et de même, si vous forcez une personne qui est du soir, à se coucher à 21h, et ben, cette personne, elle va avoir d'énormes difficultés à s'endormir et va peut-être penser qu'elle souffre d'insomnie alors que c'est juste qu'elle n'est pas alignée avec son chronotype et quand l'alarme sonnera à 5h30, cette personne n'aura aucune envie de se lever, bien évidemment. Donc votre chronotype, il détermine votre rythme circadien et donc la plage optimale pour votre sommeil. C'est pour ça que le T de QQRT est si important et qu'il faut à tout prix que vous sachiez euh, quel type vous êtes et que vous arriviez le plus possible, dans la mesure du possible, à aligner votre vie euh, personnelle et votre vie professionnelle à ce type, à votre chronotype, tout simplement. Une question, que vous pourriez vous poser, c'est, pourquoi est-ce qu'il y a ces 5 types-là? Heu, Pourquoi est-ce que d'un point de vue, de l'évolution, pourquoi est-ce que, tout le monde n'a pas, les mêmes horaires de coucher, les mêmes horaires de lever? Et la réponse, elle se trouve dans le fait que, eh bien, bah, en tant qu'être humain, on passe quand même beaucoup de temps à dormir, hein. Si vous passez 8 heures dans le lit, ça veut dire que vous passez, un tiers de votre vie dans le lit. Lorsqu'on est, dans le lit, lorsqu'on est dans une phase de sommeil, bah, vous le savez, on est absolument vulnérable. On est extrêmement vulnérable, à l'extérieur. Hem Donc, bah, c'est pas optimal d'un point de vue, de l'évolution, de passer un tiers de sa journée en étant, vulnérable à tous les prédateurs autour de nous. Donc, eh bien, ce qu'a fait la nature, c'est qu'elle a donc créé, en quelque sorte, ces 5 chronotypes pour que lorsque les types matinales, extrêmes, sont en train de dormir, eh bien, il y a, toujours des gens qui sont là pour veiller sur eux, qui sont toujours éveillés et ce jusqu'à, 2h30, 3h du matin. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a qu'une petite période, non pas, de 8 heures, où tout le monde dort et personne, protège les autres, mais seulement une fenêtre de, 1h30, 2 heures pendant laquelle, la plupart des gens dorment, la grande, grande, grande majorité des gens dorment et où là, on est vulnérable. Mais donc on passe de potentiellement 8 heures à être en proie à des prédateurs, à plus que 2 heures grâce, au fait qu'il y en a qui se couchent à 2h30, 3 heures du matin. Et donc c'est la même chose pour les types du soir et types du soir extrême. Pendant que eux ils sont en train de finir leur nuit, eh bien il y a les types matinal extrême, type matinal et même les neutres, ben, qui sont debout et qui peuvent veiller sur eux, et les protéger au cas où. Donc c'est pour ça qu'il existe autant de types, de, enfin autant de catégories, dans les chronotypes et voilà, c'est hyper important que vous sachiez quel est votre chronotype, hem, pour pouvoir, eh bien, régler votre, régularité là-dessus, et pour pouvoir, eh bien, heu, tout simplement optimiser, votre vie autour de votre chronotype. Parce que si vous faites ça, bah, ça va vous permettre d'avoir le sommeil le plus réparateur possible, physiquement et mentalement, et de pouvoir avoir l'énergie adéquate pour eh bien, évoluer et prospérer dans le monde. euh, et ça, c'est très intéressant. Personnellement, je suis un type matinal extrême, matinal. Voilà, moi je fais 21h, 6h tous les jours. Heu,
et j'arrive à avoir, une efficacité du sommeil, sur presque toutes mes nuits qui est, au-dessus des 85 et même au-dessus des 90. Alors c'est vrai que pour l'instant je suis jeune et qu'avec le temps l'efficacité, a tendance à diminuer un peu. Mais donc voilà. Personnellement, je suis un type, matinal extrême, donc je suis, le premier levé, heu, pour protéger tous ceux qui sont en train de dormir, bien évidemment. Maintenant, une autre question, qu'on peut se poser, c'est comment savoir si on dort suffisamment? Et pour ça, on va aborder 3 petits points. Le premier, c'est que, si vous oubliez d'activer votre alarme du matin, est-ce que vous continueriez à dormir? Si la réponse est oui, alors vous avez probablement besoin de dormir plus. Nous avons parlé de régularité précédemment, donc il est important d'avoir 2 alarmes. Une pour se réveiller le matin, mais aussi une pour se coucher le soir et pour se rappeler que, bah, c'est l'heure de dormir. C'est un très bon moyen pour rester régulier, mais heu, si, vous dormiriez encore passé l'heure de l'alarme matinale, c'est que votre corps n'en a pas fini avec le sommeil. Aucun animal dans la nature ne raccourcit son temps de sommeil volontairement comme le font les humains. Heu, donc voilà, votre corps, il est en mesure de vous dire: «Est-ce que vous avez suffisamment dormi ou non?» Ensuite, une autre question, c'est avez-vous des absences ou des manques d'attention pendant votre journée? Si oui, eh bien, cela peut être dû à un manque de sommeil, bah, cela peut être dangereux, si vous devez prendre la voiture, par exemple, car vous pourriez avoir une absence pile au moment où vous arriveriez à un feu rouge ou à un carrefour et je vous passe les détails, mais si vous avez une absence et que vous ne savez pas si le feu était vert ou rouge, eh bien, ça peut très mal finir et on n'a pas envie que ça finisse mal, évidemment. Enfin, dernière question, pouvez-vous fonctionner correctement sans caféine avant 11 heures du matin? Vous sentez-vous reposé malgré, ouais, vous sentez-vous reposé malgré une quantité suffisante de sommeil? Si la réponse est non, vous avez sans doute un manque de sommeil. Voilà. Maintenant, chez certaines personnes, il y a un phénomène d'inertie du sommeil juste après l'éveil. Inertie qui fait que ces personnes commencent à bien opérer environ 45 minutes, 1 heure après s'être levées. Euh, c'est comme une voiture dont il faut attendre que l'on ait les bonnes températures moteur pour pouvoir performer. L'inertie du sommeil, c'est un phénomène, assez connu, on l'a tous, un peu expérimenté. Voilà, on se réveille et on n'est pas forcément au taquet et puis au bout de ouais, de 45 minutes, 1 heure, là, c'est bon, le mental est prêt à partir pour une nouvelle journée. De plus, il y a un phénomène que tout le monde expérience, peu importe si vous avez pris un repas ou non le midi et même peu importe le type de nourriture consommée dans votre repas, phénomène qui s'appelle l'hypoglycémie postprandiale, qui intervient généralement entre 13 heures et 16 heures, dont je vous ai parlé plus tôt. Et c'est la fameuse chute, donc le crash dans l'après-midi, qui est donc un phénomène normal. Ce n'est pas un indicateur que vous avez bien dormi ou non. En revanche, si vous êtes constamment dans un état d'endormissement tout au long de votre journée, c'est probablement parce que vous manquez de sommeil. Ensuite, le cortisol, communément associé et appelé hormone du stress, c'est une hormone qui est primordiale pour l'être humain. Bien sûr, à haute dose, cette hormone, eh bien, elle n'est pas bonne, mais de trop faibles doses sont aussi mauvaises car notre corps a besoin de cette hormone. Les niveaux de cortisol tendent à fortement diminuer lorsqu'on s'approche de notre heure de coucher et tendent à significativement augmenter lorsqu'on approche de notre heure de lever.
C'est pourquoi il est très important, d'éviter de faire augmenter ses niveaux de cortisol avant de se coucher, en ayant une dispute par exemple ou en écoutant les actualités peu de temps avant de se coucher. Ben, car cela, ça va vous empêcher de dormir, puisqu'étant donné que les niveaux de cortisol augmentent significativement quand vous vous réveillez, ça veut dire que c'est une hormone qui favorise l'éveil et qui favorise un état où vous êtes éveillé. Donc, si au moment de dormir, votre cortisol est trop élevé, eh bien, vous vous doutez bien que vous allez avoir beaucoup de mal à vous endormir. Maintenant, on va parler de 5 points qui vont vous permettre d'optimiser votre sommeil. Ce sont les 5 derniers points d'ailleurs de ce premier épisode sur le sommeil. Donc pour améliorer votre sommeil, il y a 5 choses que vous pouvez essayer dès aujourd'hui. La première, la première de ces choses, nous en avons parlé précédemment, c'est la régularité. Couchez-vous et levez-vous au même moment tous les jours, peu importe si nous sommes en semaine ou en week-end ou en vacances. Peu importe. La raison pour laquelle c'est si important, c'est que cette régularité, ça va ancrer votre sommeil dans votre cerveau qui adore les routines et ainsi cela va améliorer la quantité et la qualité de votre sommeil. Cela entraîne en fait votre horloge circadienne de 24 heures dont on a parlé plus tôt dans cet épisode. Euh, voilà, c'est votre cerveau, il adore les routines. Si vous lui dites concrètement que tous les jours à 22 heures, c'est l'heure d'aller se coucher et tous les jours à 6 heures, c'est l'heure de se lever, et ben votre cerveau, il va très vite s'adapter et lorsque vous allez arriver pas loin de 22 heures, vous allez commencer à bâiller fortement et à ressentir les signes de la fatigue. Et le lendemain matin, eh bien, avant que votre alarme de 6 heures sonne, généralement à 5h57, 5h58, bah, vous allez vous réveiller. Votre cerveau, il va vous dire: «Allez, c'est l'heure de se lever». Heu, voilà. Donc la régularité, vous, entraînez votre cerveau et votre horloge interne à, se coucher, à se lever toujours aux mêmes horaires et ensuite, eh bien, ils s'occuperont du reste. Votre corps s'occupera du reste. Le deuxième point pour optimiser votre sommeil, c'est l'obscurité. Et oui, votre corps, il a besoin de l'obscurité afin de pouvoir libérer l'hormone du sommeil. Hormone du sommeil que vous connaissez bien, qui s'appelle la mélatonine. Cette hormone va vous aider à bien programmer la régularité de votre sommeil. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, dans la dernière heure avant de vous coucher, essayez de diminuer de 50%, voire plus, l'intensité lumineuse dans votre maison. Et ce faisant, vous allez être surpris d'à quel point cela est soporifique. Je peux vous dire que quand vous vous trouvez dans une pièce euh, et que la pièce est assez sombre, franchement, votre corps, il a une seule envie, c'est dormir. C'est aller s'endormir. Si besoin, vous pouvez porter un masque pour les yeux, vous pouvez mettre, des, rideaux occultants, bien sûr. Au contraire, le fait de prendre dans les yeux de la lumière, préférablement, celle du soleil, le matin, ça a montré une augmentation allant jusqu'à 50 du niveau de cortisol. Ça, c'est bien, heu parce que le matin, vous avez envie de vous réveiller, vous avez envie d'être dans un état d'alerte au niveau de votre cerveau. Donc, le plus tôt possible que vous puissiez, prenez la lumière du soleil dans les yeux de manière euh, évidemment euh, à ne pas vous brûler la rétine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de regarder directement le soleil. Si vous pouvez voir
les choses, les objets autour de vous sans lumière artificielle, ça veut dire qu'il y a de la lumière du soleil qui arrive dans vos yeux et c'est amplement suffisant. Heu, Puisque à cause de certaines cellules dans vos yeux qui s'occupent de capter la luminosité, vous avez besoin de prendre une grande quantité de lumière le matin pour sortir de l'état d'endormissement, heu, parce que ces cellules, elles sont moins réceptives à la lumière le matin. Mais plus tard dans la journée, notamment le soir lorsque le soleil s'est couché, donc pour nous en France, c'est, généralement en hiver, mais pour les types, du soir et pour les types du soir extrême, eh bien, eux, le coucher de soleil, ils le voient dans leur cycle d'éveil. Donc quand le soleil est couché, ces, cellules dans les yeux, elles sont beaucoup plus réceptives et il ne suffit que de très peu de lumière, même artificielle, pour perturber votre rythme circadien et la sécrétion de mélatonine. Donc, si vous devez vous déplacer au milieu de la nuit, vous avez intérêt à le faire avec par exemple, la lampe torche de votre téléphone, pointée vers le sol, plutôt que d'allumer les lumières au plafond. Les lumières provenant des bougies ou des feux ne sont pas mauvaises le soir. Évitez juste de faire brûler votre maison. Et ça, c'est un bon conseil, je pense. Les lumières de bougies et de feu, en fait, ça peut paraître très fort en termes d'intensité lumineuse, mais ça ne l'est vraiment pas et vous pouvez les utiliser et encore une fois, en termes de lumière, le soir, il faut réduire l'intensité des lumières et idéalement, dès que le soleil est couché, si vous êtes encore debout, évitez d'avoir des lumières qui sont au-dessus de votre tête. Essayez le plus possible de mettre vos bougies, de mettre des lampes, par exemple des lampes de chevet sur le sol. Si vous êtes assis sur une table, par exemple, vous êtes à votre bureau, vous mettez votre lampe de bureau sur le sol, par terre, heu, ou vos bougies, vous les mettez à côté de vous, mais il faut que la lumière provienne du bas et non du haut, pour éviter de stimuler justement les cellules, dans vos yeux qui sont hypersensibles et qui sont d'autant plus sensibles à la lumière qui vient d'en haut, parce que si elles, captent de la lumière qui vient d'en haut, ces cellules vont envoyer l'information à votre cerveau comme quoi, bah, il y a le soleil, juste au-dessus de vous, et que donc c'est pas du tout l'heure de dormir et bien sûr, bah, le soir, vous avez pas envie que ces cellules, fassent ça, donc évitez la lumière au-dessus de la tête lorsque le soleil s'est couché. Le troisième point, c'est la température. En termes de température, on en a déjà parlé, votre corps, heu, pour que vous vous endormiez plus rapidement, il faut que, la température de votre corps et de votre cerveau, baisse d'un peu moins d'1 degré Celsius. Mais une autre chose, c'est la température de la pièce, de la chambre dans laquelle vous dormez. Il faut aussi que vous la gardiez fraîche, je dirais en dessous, inférieur à 20 degrés Celsius, pour la température de la pièce dans laquelle vous dormez. En hiver, c'est pas très compliqué d'avoir une pièce à moins, de 20 degrés Celsius, hem, même dans le sud de la France, donc ça, c'est bon. Et au pire, vous ouvrez votre fenêtre en hiver pendant une demi-heure, vous inquiétez pas, ce sera à moins de 20 degrés. Et en été, malheureusement là par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une pièce à moins de 20 degrés. Et ben, si vous ne vivez pas dans, les montagnes, globalement, ou dans des régions où il fait pas chaud, si vous vivez globalement dans le sud de la France, que ce soit en appartement ou en maison, j'ai expériencé les 2. C'est pas foufou, il fait bien chaud et bah, la clim, c'est quand même votre meilleur ami, je pense, pour garder, une température assez fraîche.
Hem et donc j'ai dit moins de 20 degrés, mais peut-être que si vous avez la clim et que dehors il fait 30 degrés ou que dans votre maison il fait 30 degrés sans la clim, le simple fait de faire baisser la température de 1 ou 2 degrés dans votre maison, de passer de 30 à 29 ou 28 degrés, rien que ça va vous donner une impression de fraîcheur et vous allez réussir à beaucoup mieux vous endormir. Hem, voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut, une chambre fraîche? Ça, c'est pour pouvoir vous rafraîchir pendant la nuit si vous avez trop chaud, parce que c'est plus facile de se rafraîchir que de se réchauffer. Hem, En tout cas, c'est plus facile de se rafraîchir si vous avez trop chaud, avec une pièce qui est fraîche, en sortant une main ou un pied de la couette. Ça, vous avez tous, expérimenté ça. C'est tout simplement dû au fait qu'il y a 3 zones dans votre corps heu, qui sont en mesure d'expulser la chaleur très facilement de votre corps. Ce sont les mains, les pieds et la tête. Et d'ailleurs, si vous n'aviez jamais remarqué, heu, les mains, les pieds, ce sont généralement et même la tête, hein, mais ça se voit un peu moins sur la tête que sur les mains et les pieds, mais généralement, ce sont des zones où il y a énormément de vaisseaux sanguins, et où on voit énormément de vaisseaux sanguins ressortir. Ce sont, tout simplement parce que, ce sont des zones, qui expulsent la chaleur, et on l'a dit, la thermorégulation se fait beaucoup mieux quand on est allongé que quand on est assis, ou même incliné. Quand on est allongé horizontalement. Heu et en fait, voilà, donc ces zones-là, le sang arrive dans ces zones-là, il arrive au niveau de la surface et il va expulser la chaleur. C'est pour ça que ce sont des zones qui sont très veineuses et c'est donc pour ça que quand vous êtes en train de vous refroidir, vous avez la plante de vos pieds et les paumes de vos mains qui sont très chaudes. C'est tout simplement parce que vous êtes en train de rayonner cette chaleur vers l'extérieur afin de refroidir l'intérieur de votre corps. Quatrième et avant-dernier point, pour optimiser votre sommeil, c'est, de ne pas rester éveillé dans votre lit pour de longues périodes, c'est-à-dire quand ça commence à dépasser, plus de 20-25 minutes. Le problème de cette situation, c'est que votre cerveau va avoir tendance à associer votre lit à un endroit où vous êtes, éveillé et non à un endroit où vous êtes endormi. Et ce que vous devez faire, c'est essayer de casser cette association, c'est d'éviter que votre cerveau fasse cette association. Donc pour ce faire, bah, il faut se lever et aller dans une autre pièce si vous en avez la possibilité, et avec encore une fois de la lumière très faible venant d'en dessous de vos yeux. Heu, voilà, si vous n'arrivez pas du tout à vous endormir ou si vous n'arrivez pas à vous rendormir, quittez la pièce, hem, installez-vous autre part si possible, lisez un livre, écoutez un podcast, faites quelque chose qui vous relaxe. Surtout, ne mangez pas, ne, regardez pas les informations, ne retournez dans votre lit qu'une fois que vous vous sentez endormi, que vous sentez un peu somnolent, que vous savez que vous allez potentiellement repartir, hem, dans un état de sommeil. Il n'y a pas de limite de temps pour, cette phase où vous allez quitter votre lit, hem et de cette manière, vous allez donc réapprendre à associer votre lit à un lieu de sommeil, hem, tout simplement. Maintenant, si vous avez du mal à vous endormir ou à vous rendormir et que vous ne voulez pas bouger de votre lit, ce qui se comprend, parce que on est en hiver et qu'il fait froid et que vous n'avez pas envie de sortir de votre lit parce que c'est confortable et cetera, hem eh bien, vous pouvez essayer de simplement, par exemple, dormir à l'envers en plaçant votre oreiller à la place, où vous mettez habituellement vos pieds. Cependant, cela risque d'être gênant si vous dormez avec quelqu'un.
Mais bon, heu, c'est pas grave. Vous pouvez quand même essayer de switcher. Hem, un des gros problèmes lorsqu'on a du mal à s'endormir, est que l'on est souvent perdu dans nos pensées, et que notre esprit est trop actif. Pour essayer de remédier à ça, vous pouvez faire, n'importe quelle activité vous permettant de sortir de vos pensées, de sortir votre esprit de lui-même, par exemple en pratiquant la méditation sous n'importe quelle forme, tant que ça vous plaît et que ça vous aide à sortir de vos pensées. Vous pouvez aussi faire des méthodes de respiration, car vous êtes concentré sur votre respiration et donc vous n'êtes plus concentré sur vos pensées. Hem, ou vous pourrez faire aussi, par exemple, des petites balades mentales. Hem, vous prenez une balade que vous faites régulièrement, que vous connaissez par cœur. Par exemple, si vous avez un chien, hem, mais ça marche bien évidemment si vous n'en avez pas, et vous faites cette balade de la manière la plus détaillée possible dans votre tête. Cela, bah, ça va vous permettre de sortir votre esprit de lui-même et ainsi, il vous sera plus facile de vous endormir. Hem, enfin, vous pouvez faire, comme dans le NSDR, un scan de votre corps afin de sentir les parties de votre corps, ou vous pouvez carrément faire directement un yoga nidra ou un NSDR, pour essayer de vous endormir ou de vous rendormir. Un NSDR en français, j'en ai un de disponible sur cette chaîne, si ça vous intéresse. Hem et puis maintenant, on va passer au dernier point de, ce premier épisode, sur le sommeil et son optimisation. Le cinquième et dernier point pour optimiser votre sommeil, c'est, de faire attention à la caféine et à l'alcool. Essayez de ne pas prendre de caféine dans les 10 dernières heures avant votre coucher et limitez votre consommation à 2 ou 3 tasses de café dans votre journée. L'idéal, si vous consommez quotidiennement des boissons caféinées, est de les prendre dans la matinée en attendant au moins 1h30 après votre réveil et d'arrêter d'en consommer dès le début de l'après-midi. De plus, si vous avez un chronotype de type matinal ou matinal extrême, il est déconseillé de prendre de la caféine dans l'après-midi si vous voulez optimiser votre sommeil pour la nuit suivante. Cela est dû au fait que la caféine a une demi-vie d'en moyenne 10 heures et que si vous avez encore de la caféine en quantité non négligeable dans votre corps, eh bien votre sommeil sera plus léger et donc vous aurez plus de chances de vous réveiller et surtout vous risquez d'avoir plus de difficultés pour vous rendormir. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un sommeil plus fragmenté, avec cette prise de caféine trop tardive dans la journée. Et comme on en a discuté, lorsqu'on a parlé des 4 macros du sommeil, QQRT, quantité, qualité, régularité et timing, eh bien, si votre sommeil est trop fragmenté, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas un sommeil de qualité et donc que vous n'allez pas forcément avoir un sommeil réparateur, ni pour votre corps et ni pour votre esprit. Hem, voilà, ça c'était, pour la caféine et enfin, peu importe votre chronotype, évitez de prendre des boissons caféinées le soir et seulement de temps en temps l'après-midi, si vous avez un repas, par exemple, de famille avec des voilà, c'est un événement que, vous, faites une fois dans l'année, d'accord, là, vous pouvez vous permettre de prendre peut-être un petit café. En particulier, si vous consommez un café l'après-midi juste pour le goût, eh bien, il vaut mieux dans ce cas prendre un café décaféiné et cela vaut aussi pour toute autre boisson contenant de la caféine. Si vous les consommez simplement pour le goût, dans l'après-midi, eh bien, prenez une version décaféinée. L'autre, boisson
c'est à faire, pour laquelle faut faire attention et celle-là, il faudrait même peut-être carrément la bannir de votre vie parce que elle ne présente absolument aucun avantage, contrairement aux boissons caféinées qui peuvent vous permettre de vous donner un peu plus d'énergie et de rester éveillé pour que vous puissiez faire votre travail. C'est l'alcool, bien sûr. L'alcool, c'est un sédatif, certes, mais cela ne vous aide en aucun cas à mieux dormir. Un autre problème de l'alcool, est qu'il fragmente lui aussi votre sommeil et la plupart du temps, vous ne vous souviendrez pas de vous être réveillé dans la nuit, car ces réveils sont très courts, mais cela réduit grandement la qualité de votre sommeil et lorsque vous vous levez le lendemain, malgré l'impression d'avoir dormi d'une seule traite, vous ne vous sentez pas reposé et cela à cause de cette fragmentation. Donc l'alcool, ça fragmente énormément votre sommeil. Vous vous rendez même pas compte que ça le fragmente, mais donc ça réduit grandement la qualité de votre sommeil. Le dernier problème, c'est que l'alcool, c'est un bloqueur de sommeil paradoxal, le fameux REM sleep, ce qui impacte votre capacité à traiter vos émotions et donc ça impacte aussi votre humeur ainsi que votre capacité d'apprentissage. Hem, voilà, l'alcool, va bloquer la phase de sommeil paradoxal. Ça veut dire que quand vous allez, consommer de l'alcool, trop tardivement dans la journée, eh bien, vous avez beaucoup de chances de ne pas rêver la nuit d'après et la phase de sommeil paradoxal, elle est cruciale pour votre cerveau. Ça, on en reparlera aussi dans un futur épisode du podcast des 4 piliers. Cette phase de sommeil paradoxal permet à votre cerveau, en fait, eh bien, de nettoyer un peu, de se nettoyer émotionnellement, de traiter en fait, les émotions, les différentes émotions que vous avez pu avoir dans votre journée et et de vous soigner un peu en fait, mentalement et donc d'améliorer votre santé mentale. Hem donc c'est pour ça que c'est, important d'éviter l'alcool. Une question, qui peut se poser, c'est: «Est-il possible de prendre un verre d'alcool sans que cela ne perturbe trop notre sommeil paradoxal? Et si oui, à quel moment le prendre?» La réponse à cette question risque de déplaire à certains, mais malheureusement, même un verre d'alcool bu dans l'après-midi peut perturber le sommeil et va même perturber le sommeil. Par conséquent, le tout, c'est de boire un ou plusieurs verres lors d'occasions spéciales avec vos amis, votre famille, de temps en temps, mais il ne faut pas que cela devienne une habitude, que vous soyez plusieurs fois par semaine. Heu, moi, je dirais que, voilà, un verre, enfin, boire de l'alcool une fois par semaine maximum. Donc, si vous souhaitez améliorer la qualité de votre sommeil, faites très attention aussi à votre consommation d'alcool, à votre consommation de caféine également. Donc, on vient de voir 5 points pour optimiser votre sommeil que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Heu, le premier point, c'était je vais vous rappeler les 5 points très rapidement. Le premier point, c'était la régularité, se coucher et se lever aux mêmes horaires tous les jours, plus ou moins 30 minutes. Le deuxième point, c'était l'exposition à la lumière et à l'obscurité. Donc prendre la lumière du soleil dans la journée, éviter les lumières artificielles qui proviennent du dessus de votre tête lorsque le soleil est, couché. Et dormir dans une pièce sombre et dans le noir total si possible, donc soit avec des volets occultants, des rideaux occultants ou un masque pour les yeux. Le troisième point, c'est la température. Essayez de faire
baisser la température de votre corps. Ça peut être en prenant une douche chaude dans la dernière heure, avant votre, coucher. Ça peut être en vous allongeant et en lisant ou en méditant dans les 45 dernières minutes avant de vous endormir et c'est en, dormant dans une pièce fraîche. Hem Le quatrième point, c'est d'éviter de rester dans son lit en étant éveillé, pendant trop longtemps pour éviter d'avoir l'association, entre votre lit et un endroit où, vous êtes réveillé. Hem et donc, ça peut, aussi être d'éviter d'être perdu dans vos pensées si vous n'arrivez pas à vous endormir à cause de ça, en faisant de la méditation, des balades mentales et d'autres protocoles. Et enfin, de faire attention à votre consommation de caféine, dans la journée en essayant de la prendre le matin, idéalement 1h30 après vous être réveillé, et la dernière tasse en, tout début d'après-midi. Heu et pour l'alcool, ben, 1 fois par semaine maximum pour des occasions, spéciales et non, voilà, et non une consommation, habituelle, heu, non une consommation quotidienne, d'alcool parce que ça fragmente votre sommeil et ça en réduit la qualité donc, ce qui n'est pas très bon sur le long terme pour votre récupération physique, et ni même pour votre santé mentale étant donné que l'alcool bloque la phase de sommeil paradoxal qui permet de traiter les émotions justement et de vous permettre d'être en meilleure santé mentale. Ce premier épisode donc, de cette série en 2 épisodes touche à sa fin, sur le sommeil. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers et comme d'habitude, eh bien, je vous remercie pour votre intérêt dans la science, je vous remercie pour votre intérêt dans la santé et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit de sommeil, bien optimisé, bien comme il faut et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente journée.